il y a adapté. Donc ça, c'est un terme qui finalement fait écho à la sélection naturelle de Charles Darwin. Et stratégie de défense, une stratégie face à la vie fixée, elles ont développé des stratégies de nutrition, développé une grande surface d'échange, je vous rappelle, les racines pour l'absorption du sol et l'ancrage, les feuilles totalement externalisées pour augmenter la surface d'échange et donc favoriser la captation de lumière de photons et de CO2 via les stomates. Et puis le lien entre les feuilles et les racines, le tronc avec les vaisseaux, je vous rappelle, les tubes de phloème et les vaisseaux de xylème. Alors là, on va regarder, cette plante, elle est fixée et d'un point de vue fonction de relation, eh bien, elle adapte des stratégies de défense vis-à-vis, je vais reprendre le pointeur, d'animaux ou de champignons qui pourraient altérer les animaux. Alors les herbivores vont manger les bourgeons. Alors typiquement, les daims, les faons mangent des bourgeons. Ils mangent aussi des lichens. Le lichen, c'est une symbiose, on l'avait vu en début d'année, entre un champignon et une algue que vous trouvez souvent à la surface des troncs d'arbres. Donc, ce qui est embêtant, c'est quand ils mangent les bourgeons, quand ils mangent les feuilles, puisque votre plante, si elle perd ses feuilles, elle ne fait plus la photosynthèse, elle n'est plus autotrophe au carbone et elle risque de mourir. Qu'est-ce qu'on peut citer aussi comme stratégie adaptative ? Votre plante, elle est fixée et finalement, dans le milieu dans lequel elle va évoluer, il y a les facteurs environnementaux qui fluctuent énormément. Le degré d'humidité dans l'air, on parle d'hygrométrie, est variable. Une plante qui habite, qui se trouve en bord de mer, il est faux de croire que quand elle est en bord de mer, c'est un avantage pour elle vis-à-vis de l'eau, parce qu'en fait, l'eau est salée. Bonjour. Salut, Comment tu vas, Léo? je vais bien et toi? Oh, Guillaume, ça fait longtemps. Ah, Martial. Ah, vous êtes bon. Ah, merci, mec. Rien qu'à ta voix, j'entends que t'es très beau. Allez, je vous raconte ma vie. Je suis en train de Ouais. déshonorer les crêpes Waouh. Parce que normalement, les crêpes Waouh, bon, soit les chocolats, soit il y a des petites pépites de chocolat, tu sais, là, les petites boules. Ouais, Mais là, c'est pas, je trouve, des crêpes Waouh à la fraise. Et ok. du coup, je trouve que ça doit être bon tout ça. C'est C'est dégueulasse. vachement passionnant, putain. Non, On mais moi sait j'aime jamais bien. ça, vraiment. Bon, C'est bon. bah, je crois qu'on a fait le tour. Bonne journée. Ah, c'est bon. Ah si, c'est bon. Ok. Je viens de désactiver mon Wi-Fi. Du coup, je me mets en 4G là pendant 1 heure parce que j'ai l'impression qu'à cette heure-là, ça dysfonctionne. Alors, on recommence.
On recommence l'histoire. C'est parti. Normalement, vous me voyez, vous m'entendez. Tac. C'est bon, ça va pour tout le monde, je suis désolée. Les prochaines fois, je vais retenir la leçon. On va fonctionner comme ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Ça va? Je vous ai récupéré? J'espère. Partage de fichiers. Ouais. Bon, donc là, je me suis des écrans blancs. Et là, vous voyez le petit daim là, le petit fan. Ça va? On y va? Je suis désolée. Ok, alors en fait c'est facile pour moi, voilà. Quand mon pointeur fonctionne, j'ai remarqué que la connexion, enfin que ça me donne une indication de qualité. C'est que votre plante, bien qu'elle soit fixée, normalement ça doit, là ça marque là, ça marche ou pas? Rassurez-moi. Ok, merci. Donc on recommence la petite histoire. Donc je me suis arrêtée à la stratégie de défense des plantes et ça a commencé à bugger avec cette image là que j'avais choisie. Ouais, bon bah si c'est quelques secondes tant mieux alors, mais je vais rester en 4G les prochaines fois. Je suis sur mon téléphone là, connecté. Le partage de connexion, j'ai l'impression que c'est mieux. Donc ouais, ici vous avez une petite feuille qui est tombée de son arbre et vous remarquez en fond, on est en bord de mer. Le rêve. Et en fait, oui, il serait faux de croire que les plantes qui vivent en bord de mer sont des plantes favorisées en termes d'accessibilité à l'eau pour une raison simple, c'est que l'eau de mer, elle est salée. Et ça, c'est le principe d'osmose. L'eau, elle va toujours des compartiments les plus concentrés vers les moins concentrés. Or, si mon eau, elle est très salée ici, ma feuille, il y a de l'eau dedans, eh bien, si vous mettez votre feuille dans l'eau salée, c'est la feuille de l'eau qui va sortir de la feuille et aller dans l'eau de mer. Donc, en gros, quand vous êtes une plante en bord de mer, vous êtes soumis quand vous êtes une plante, donc vous êtes soumise à un stress hydrique important. Donc il y a plein de stratégies adaptatives que développent ces plantes-là pour limiter au contraire les pertes hydriques ou alors, là c'est très très fort, faire en sorte que leur cytoplasme soit plus concentré que l'eau salée. Voilà. Donc, tout ça, ce sont plein de stratégies dites de défense dans le sens soit je me fais manger ou carrément les variations saisonnières, on peut dire que c'est une agression vis-à-vis de l'organisme. Donc, défense vis-à-vis des variations saisonnières, vis-à-vis de l'accessibilité à l'eau, à la lumière, défense vis-à-vis des prédateurs et puis aussi vis-à-vis des plantes concurrentes. Soit on va avoir des stratégies de type plantes grimpantes qui vont s'accrocher à l'arbre et ainsi pouvoir accéder à la lumière, au tronc de l'arbre. Vous pouvez regarder aussi dans des forêts, il y a des stratégies en termes de couvert végétal, c'est celle qui va croître le plus vite pour accéder à la canopée, la partie la plus supérieure et donc un accès important à la lumière. Et puis il y a des plantes d'ombre, il y en a qui se sont adaptées à une faible lumière. Donc c'est ce que je vais évoquer dans la séance d'aujourd'hui, qui est normalement une séance de travaux pratiques avec quelques petites manips et en première partie, c'est plutôt un entraînement au type de 2, pratique du raisonnement scientifique avec un problème. La mort de Koudou dans le Transvaal sud-africain. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire ce sujet. Je vais le reprendre avec vous. Si vous voulez participer, au contraire, hein, ça m'aide d'avoir vos retours. Donc là, vous remarquerez hein, le diaporama sur lequel je travaille avec vous là ce matin. C'est une version PDF du Geniali qui est en ligne. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'aller sur le site internet pour voir ce Geniali. Ça vous permet, quand vous
cliquez sur cet index-là, sur la table des matières, d'aller directement soit aux travaux d'élèves, soit une ECE de type, un sujet de type ECE sur l'Oya. L'Oya, c'est une plante qui vit dans les dunes. Et puis là, les travaux de Van Hoven, donc on va en parler tout de suite. Donc, la plante, elle vit fixée à l'interface air-sol. Est-ce que tout le monde comprend interface? J'ai l'air en surface, le sol en profondeur. Et donc, entre ces deux éléments, eh bien, vous avez votre plante. Et elle a une contrainte, c'est qu'elle est fixe ou fixée. Donc, l'hiver est une saison physiologiquement sèche pour la plante. Alors ça, c'est important de le comprendre parce que ça fait partie des sujets qu'on peut voir en synthèse, par exemple. Physiologiquement sèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut pleuvoir l'hiver et il pleut en l'occurrence, mais cette eau, puisque les températures sont normalement froides, cette eau est à l'état solide, elle gèle. Donc, on considère que l'hiver, c'est une saison sèche pour les plantes parce que l'eau est surtout sous forme solide, donc non accessible pour la plante. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc, c'est ce que j'ai précisé ensuite. L'hiver, donc c'est pas une saison qui est intéressante pour les plantes chlorophylliennes. Pourquoi? Parce que l'eau, l'hiver, elle n'est pas accessible pour la plante. Or, je vous rappelle que l'eau, c'est nécessaire à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est H2O plus CO2. Donc, si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas faire la photosynthèse. Si vous n'avez pas de lumière, vous ne pouvez pas faire la photosynthèse. Et si vous n'avez pas de CO2, vous ne pouvez pas faire la photosynthèse. En effet, l'eau solide n'est pas disponible. Or, l'hiver, il fait froid et donc l'eau est à l'état solide. Les herbivores, donc, sont les prédateurs pour des plantes. Donc là encore, c'est une contrainte de la vie fixée. Votre plante, elle ne peut pas partir. Hop, je me déracine et je vais un peu plus loin parce que je sens que je vais me faire manger. Ça ne marche pas comme ça. En bord de mer, l'eau salée n'est pas disponible. Là encore, c'est physiologiquement sec parce que l'eau va toujours des compartiments les plus concentrés vers les moins concentrés. Donc, si vous arrosez votre plante cet après-midi avec de l'eau salée, vous allez la tuer. Donc, évitez de le faire. De plus, oui, c'est vrai qu'en bord de mer, puisque vous avez un vent de mer ou un vent de terre en fonction du moment de la journée, c'est un milieu très asséchant, puisque vous avez beaucoup de vent, et par le processus de convection, vous avez une grande évapotranspiration. Bref, les plantes de bord de mer, elles ont énormément de stratégies adaptatives face au stress hydrique, et donc c'est ce qu'on va voir avec l'Oya. Le café... on met du marc de café, ça participe alors plutôt au processus de compostage, mais je crois, il faut que je vérifie, il me semble ça évite le développement, c'est un peu antifongique je crois, mais à vérifier, il faut que je pense à le faire, Jeanne. Oui, effectivement, on peut mettre le marc de café à la base des... Non, attendez, je crois que ça éloigne des trucs, mais alors je ne sais plus si c'est des champignons. Ouais, mais peut-être que vous en avez mis trop. Faut que je regarde. Alors attention parce que si ça éloigne les champignons, vaut mieux éviter d'en mettre parce que si vous vous souvenez du cours sur les symbioses, la plupart des angiospermes, elles vivent en symbiose avec des champignons au niveau de vos racines. On appelle ça des endomycorhizes ou des ectomycorhizes en fonction du type de champignon. Si vous tuez les champignons qui sont dans le sol, votre plante, elle va pas s'en sortir. Faut que je vérifie. Mais le café, à vérifier. Quelles sont les stratégies adaptatives des plantes soumises aux contraintes de la vie fixée? Mais pourquoi vous avez mis du café, Jeanne, à votre plante? Quelle idée! C'était une expérience comme une autre. L'assassin du Transvaal, alors ça c'est un titre qui en jette. Et donc, c'est bien de faire des expériences. Ah merci Alan. Donc chat, fourmi, limace, ok. Chat, c'est pour éviter qu'ils urinent, parce que le chat va pas manger les plantes. Fourmi, ouais. Limace, ouais. Donc c'est bien. En fait, à mon avis, c'est la caféine qui doit avoir un rôle répulsif. Voilà l'explication. Merci Alan. Il y a un assassin dans le Transvaal, waouh, la savane d'Afrique du Sud. Des antilopes, les koudous. Alors un koudou, eh bien quand le déconfinement
aura eu lieu, nous irons au zoo de Vincennes, je vous le souhaite, si on peut on le fera, j'y crois moyennement mais bon, et il y a plein de koudous qui sont dans la partie centrale du zoo avec les girafes et les autruches. Donc on est vraiment dans la partie africaine et c'est donc une sorte de grosse antilope et les mâles ont des cornes enroulées. Il meurt bizarrement depuis les années 80. Donc ça, c'est une recherche qui a été réelle. On a trouvé dans les années 80 des koudous. Alors c'est un biologiste, Van Hoven, qui a travaillé là-dessus. Il comprenait pas pourquoi les koudous d'un seul coup, ça a été progressif, mais relativement restreint dans le temps. Il trouvait plein de koudous qui, il les trouvait morts alors qu'ils avaient la panse pleine. Autrement dit, ils n'étaient pas morts de faim. Donc, il a essayé de comprendre ce qui se passait, est-ce que c'était un virus ou autre. 2000 victimes au moins, donc c'était quand même quelque chose de notable pour pouvoir biologiquement se pencher sur ce phénomène et essayer de le comprendre. Donc, années 80, c'était il y a 40 ans. Pas de sang ni de traces de morsure. Les koudous semblent éteints de faim alors que la végétation reste généreuse alentour. Or, c'est ça qui est surprenant, il y a écrit « semble éteints de faim » comme s'ils ne pouvaient plus manger, or leur panse est pleine. On retrouve leurs dépouilles un peu partout dans des ranchs, ces réserves privées qui conservent et exploitent à la fois flore et faune à des fins touristiques et pour la chasse. Face à cette hécatombe, fermiers et vétérinaires s'arrachent les cheveux. Ils décident de mener une enquête et font appel à un scientifique, Wouter Van Hoven, du Centre de gestion de la vie sauvage à Pretoria. Comme dans un polar, filature, autopsie, reconstitution mènent vers un présumé coupable, l'acacia. Nourriture favorite du koudou. L'acacia, c'est un arbre qui fait des petites fleurs jaunes. Les petites fleurs jaunes, elles ressemblent aux mimosas. Et la particularité de l'acacia, c'est qu'il y a des épines, stratégie de défense. Donc, c'est utilisé maintenant un peu comme plante ornementale dans certains jardins, mais à déconseiller quand il y a de jeunes enfants parce que les épines, elles sont quand même bien piquantes. On peut se faire très mal avec un acacia. Mais le koudou, la girafe mange les feuilles d'acacia sans se blesser. Alors, elle a une langue, je ne sais pas si vous avez déjà vu la langue de la girafe. Elle est de quelle couleur? Ouais, en fait, elle a une capacité à ne pas être abîmée par les aiguilles, les épines de l'acacia. Donc, il décide, et le koudou, pareil, quand il tire la langue, quand il est mal élevé, il peut tirer la langue et on voit une langue bleue. Ils décident de mener une enquête et font appel à un scientifique, ça je l'ai déjà dit. Comme dans un polar, blablabla, un indice. Des feuilles entières de cet arbre délicieux sont retrouvées non digérées dans l'estomac de ces sveltes mammifères. Donc là, on va vers un problème de digestion, puisque les feuilles, elles sont là. Il a mangé la feuille, mais visiblement, il ne l'a pas digérée. C'est ce que vous allez comprendre par la suite. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'ils vont mener leur enquête. Mais comment l'acacia perpétue-t-il son crime apparemment parfait? Pourquoi, dans d'autres régions d'Afrique, les antilopes qui se délectent des mêmes arbres ne périssent pas? Alors ça, c'est intéressant. C'est que c'est uniquement dans le Transvaal africain qu'il y a eu cette hécatombe de koudou. Pas ailleurs. Et les acacias du Transvaal sont les mêmes qu'ailleurs. Observations, recoupements et investigations internationales sont menées, suspense battant, d'Allemagne en Suisse. On connaîtra l'arme, le mobile de ces acacias tueurs, hypothèses et explications scientifiques à l'appui. Donc ça, c'est un vieil article tiré de l'IB 22 mars 2003, donc il n'est pas tout jeune. Et vous allez avoir ensuite, donc là, c'est une super démarche expérimentale parce que vous avez un constat. Le problème, c'est comment expliquer que les koudous meurent et comment l'acacia fait-il pour tuer, entre guillemets, les koudous. Et donc, vous allez formuler des hypothèses et les tester par des protocoles expérimentaux. Donc là, c'est une photo du koudou. On voit d'ailleurs, on voit pas trop les épines. La mort suspecte du koudou du Transvaal, il y a une faute d'orthographe là. Transvaal, c'est AA, le V est mal placé. Sur la piste de l'acacia tueur, formulez une ou plusieurs hypothèses expliquant la mortalité anormale des koudous. Donc votre hypothèse ou vos hypothèses, ce qu'il faut, c'est que ce soit des phrases affirmatives, pas de questions. Une hypothèse, c'est une phrase affirmative, elle se termine par un point et elle doit être cohérente. Après, vous pouvez imaginer plein
plein de choses, une mutation chez les koudous du transvaal au niveau d'une enzyme digestive, par exemple, qui expliquerait que ces koudous-là ne peuvent plus digérer l'acacia, ça serait une bonne idée, ou une mutation chez l'acacia qui induit la production d'une toxine qui fait que le koudou meurt, la présence d'un virus exclusivement dans le transvaal ou d'une bactérie toxique. Il y a plein d'hypothèses plausibles. Et en fait, donc là, plus d'infos, il y avait des petites vidéos que vous regarderez chez vous tranquillement et vous avez probablement déjà visionné ces vidéos. Les structures et mécanismes de défense de l'acacia Caffra. Donc acacia, c'est le genre, Caffra, c'est l'espèce, comme nous sommes des Homo sapiens. Homo, c'est notre genre, sapiens, c'est notre espèce. Les koudous sont de robustes gazelles, donc c'est assez gros comme gazelle. Là encore, si vous allez au zoo de Vincennes, vous verrez juste avant les koudous, il y a les oryx algazelles qui sont beaucoup plus fines. Donc le koudou, c'est quand même une grosse gazelle, quoi. Sont de robustes gazelles qui se nourrissent de feuilles de l'acacia Caffra, un arbre des savanes d'Afrique du Sud. L'acacia est un arbre avec des ramures couvertes d'épines acérées, possédant des racines profondes pour forer le sol jusqu'aux ressources en eau. Donc là, c'est une stratégie adaptative d'un point de vue fonction de nutrition. Effectivement, dans ces zones relativement sèches, on assiste à une ramification et surtout un gravitropisme très important des racines qui vont très très profondément dans le sol pour capter un maximum d'eau. Lorsqu'un koudou affamé s'approche d'un acacia A et commence à embrouter les feuilles, tout va bien pour lui au début. Il mange pendant quelques minutes, puis, bien avant d'être rassasié, il se détourne de l'acacia A. Donc le koudou n'est pas complètement crétin, d'accord? Se dirige vers un acacia B appartenant à la même espèce et continue de s'alimenter. Donc ça, c'est un biologiste qui a fait cette remarque-là d'observation. Il observe un koudou, il voit le koudou manger quelques minutes un acacia, on va appeler cet acacia l'acacia A, et ensuite, au bout de quelques minutes, alors qu'il reste encore plein de feuilles sur l'acacia, ce koudou, il s'en va et il va manger un autre acacia. Donc ça, c'est le premier point d'observation. Si les koudous ne sont pas plus nombreux que 3 pour 100 hectares, donc c'est quand même une densité très faible, les deux partenaires coexistent. Autrement dit, tout va bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de koudou mort ou malade. Dans les années 80, les fermiers ont découpé dans la savane des ranchs de dimensions variées. Donc là, je vous ai mis une photo d'un ranch, entre autres, c'est la présence d'une clôture. Clôturée avec du barbelé. Donc en gros, votre koudou, il ne va pas passer le barbelé. Il n'est pas bête. Très vite, les premiers koudous décédés ont été signalés. Leur état semblait inexplicable. Pas de plaie. Donc en gros, c'est pas le barbelé qui les aurait abîmés. Enfin, on n'aurait pas eu une lésion de la peau et puis ensuite une réaction inflammatoire, etc. avec une septicémie. Non, c'est pas ça. Aucune trace de parasite, donc c'est pas une maladie parasitaire. Ils étaient excessivement maigres. Et visiblement morts de faim. Le nombre de koudous décédés était proportionnel à leur densité. Donc, ça c'est intéressant. En gros, il n'était plus 3 pour 100 hectares, mais bien plus nombreux, une densité plus importante. On continue l'histoire. Donc le voilà, le professeur Van Hoven. Pour comprendre, il n'a pas un koudou dans les mains. Pour comprendre ces morts mystérieuses, les fermiers font appel au professeur Van Hoven de l'université de Pretoria. L'autopsie. Donc une autopsie, c'est quand on ouvre le cadavre du koudou. Révélait que les koudous avaient la panse. La panse, c'est l'estomac des ruminants. C'est un truc un peu énorme parce que les ruminants, la vache en fait partie, ont une particularité. C'est d'avoir un estomac avec plusieurs panses. On dit qu'il est plurigastrique. Et en fait, ils vivent en symbiose avec plein de micro-organismes, des paramécies, des ciliés, des bactéries, et ça leur permet de digérer la cellulose. Donc, ils mangent beaucoup de végétaux chlorophylliens. Et je vous rappelle que chez les végétaux, la cellule, elle est entourée d'une paroi qui est riche en cellulose et nous, pauvres humains, nous ne savons pas digérer la cellulose. Donc, si vous mettez en ces temps de confinement à ne manger que de la salade, vous n'allez pas être très en forme puisque de toute façon, vous ne la digérez pas. Elle est intéressante juste d'un point de vue transit intestinal, mais elle vous apporte rien. Eh bien, la vache et le koudou, eux, ont une panse, comme tous les ruminants, et ont la capacité de digérer
digérer la cellulose, pas directement, ils n'ont pas d'enzymes cellulolytiques, mais ils ont des micro-organismes qui leur permettent de digérer la cellulose. Donc, l'autopsie révèle que les koudous avaient la panse pleine de feuilles d'acacia, donc ils mangent, même peut-être trop. Pourtant, ils sont tout maigres. Le taux de tanin de ces feuilles était 3 à 4 fois supérieur que celui des feuilles d'acacia non soumis à la prédation. Alors là, il y a un mot super important, c'est tanin. Tac. Dans les conditions de vie sauvage, les acacias produisent des tanins, tiens, il revient de nouveau ce mot-là, j'aurais dû prendre du rouge, ça soit mieux, molécules au goût amer. Ah, qui entrave la digestion des herbivores, mais cependant à des doses qui dissuadent seulement les prédateurs sans entraîner leur mort. Donc en fait, les tanins, c'est un goût amer. Donc d'un point de vue évolutif, la capacité qu'on a d'un point de vue gustatif à percevoir l'amertume, c'est une belle adaptation. Ça nous permet de dire tiens, ça c'est amer, je mange pas. Possiblement, ça peut être toxique. Donc, le koudou, quand il perçoit le goût amer, il arrête de manger. Mais le problème, c'est que dans le Transvaal africain, on a trouvé que la teneur en tanin, la concentration de ces molécules potentiellement toxiques était 3 à 4 fois supérieure à celle enregistrée normalement. Donc là, vous avez la clé de partiellement de votre problème. Si les animaux sont morts, c'est à cause d'une concentration trop élevée en tanin dans les feuilles qui empêche, pardonnez-moi, toute digestion. Tanin, ça vous fait penser peut-être au tannage des peaux, le cuir tanné. En fait, c'est donc une molécule extraite des végétaux, hein, les tanins. Et elles ont une capacité à induire, dans le cas du cuir, la liaison des molécules de collagène. Et donc, du coup, votre cuir tanné, il devient imperméable. En gros, vos feuilles, quand elles sont pleines de tanins, elles deviennent, si j'ose dire, imperméables à toute enzyme digestive. Donc, elles restent dans la panse, mais sans être digérées. Donc, c'est pour ça que c'est une molécule à pouvoir de toxicité important, surtout quand elle est très concentrée. Un vin tannique, quand vous buvez du vin, ou le thé, parce que c'est pas votre âge de boire du vin, mais le thé, par exemple, il y a beaucoup de tanins dans le thé, et si vous le faites infuser mal ou trop longtemps, il y a une certaine astringence. Vous avez l'impression que c'est râpeux. Et en fait, c'est pourquoi? Parce que dans votre bouche, il y a des protéines, et ces protéines, elles vont être reliées grâce au tanin. Et en fait, si elles se relient, vous avez l'impression comme si votre langue, elle collait au palais, comme s'il y avait une impression de colle. C'est ça, en fait, le principe du tannage du cuir. Et pourquoi on parle de vin tannique ou de thé riche en tanin. Les expériences, là aussi, je suis désolée, il y a une coquille dans le titre que j'ai rédigé, menées par Van Hoven et leurs résultats. Expérience 1. Van Hoven et ses étudiants reproduisent la prédation des koudous sur des acacias sur une durée de 2 à 3 heures. 2 à 3 heures. Or, dans l'introduction, on a dit qu'un koudou, normalement, quand il est dans un espace ouvert avec une grande densité, une faible densité d'individus, mais une grande surface, il reste quelques minutes sur l'acacia. Là, il fait des expériences de 2 à 3 heures. Il prélève des feuilles toutes les demi-heures et analyse le taux de tanin. Donc, je suis désolée pour la qualité, j'aurais pu refaire un tableau, mais bon, j'espère que c'est lisible pour tous. Tant depuis le début de l'expérience, 0, une demi-heure, 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, 2 heures 30, 3 heures. Taux de tanin, 1+, ça veut dire faible, donc là, moyennement faible, élevé, très élevé et super, super élevé. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, plus le temps passe, plus les feuilles de l'acacia produisent de tanin. Ça va pour tout le monde? C'est facile, là, ce que je raconte ou pas? C'est clair? Ouais, comme je ne vois pas que vous m'arrêtez dans les discussions, des fois, je me dis que c'est peut-être que c'est un peu lourd. Alors, expérience 2. OK. D'autre part, en prélevant des feuilles sur les arbres voisins. OK, super. Donc, expérience 2. D'autre part, en prélevant des feuilles sur des arbres voisins non endommagés. Donc, en gros, ils se sont amusés, Van Hoven, à arracher un petit bout de feuille d'un arbre. En gros, ils ont mimé le koudou. Et donc, ils ont regardé au cours du temps ce que ça induisait en termes de concentration de tanin. Là, on est taux, ça veut dire concentration, c'est-à-dire dans un volume donné, le nombre de molécules que vous avez. Donc là, on est dans des valeurs extrêmement élevées.
valeur arbitraire évidemment, parce que c'est plus. Expérience 2. D'autre part, en prélevant des feuilles sur des arbres voisins non endommagés, les feuilles contiennent plus de tanins au bout de 2 ou 3 heures. Ah, alors là, c'est nouveau. Là, cette expérience-là, on abîme l'arbre, on va dessus. Et donc, on constate en toute logique, on a compris quoi? Que l'arbre, une fois qu'il est mangé, il réagit très rapidement. Hein. En une demi-heure, il a doublé son taux de tanin. Par contre, plus fort, ils font ces expériences-là pas dans un labo, hein, ils vont directement dans le Transvaal. Donc, ils vont abîmer un arbre, mais ils regardent aussi le taux de tanin dans les arbres alentours qu'ils n'ont pas touchés. Et alors ça, c'est hyper impressionnant, c'est que les arbres alentours qui n'ont pas été abîmés, mangés, grignotés, eh bien, ils présentent exactement, au bout de 2-3 heures, les feuilles contiennent plus de tanins au bout de 2-3 heures. Autrement dit, ils se mettent aussi à produire des tanins alors qu'ils n'ont pas été mangés par le koudou ou abîmés par l'étudiant de Van Hoven. Expérience 3. Donc, ça veut dire, j'en déduis que l'arbre grignoté a probablement communiqué avec son arbre voisin qui, lui, n'a pas été grignoté, mais qui se met lui aussi à se défendre, à produire des tanins. Expérience 3. Piéger les gaz émis par une branche blessée puis analyser les gaz émis. Donc, on suspecte une communication entre les arbres par l'air. Ça aurait pu être une communication par les racines, hein, mais là, ils suspectent une communication par l'air. Donc, une hormone, possiblement, hein, il existe des hormones gazeuses qui seraient émises par l'arbre blessé, par la branche blessée. Donc, ils vont mettre un piège autour de la branche blessée pour récupérer des gaz et ensuite les analyser. Résultat, la branche émet des gaz dont un identifiable, l'éthylène. Alors voilà, donc vous avez retenu pour aujourd'hui tanin, molécule toxique à haute dose. Et pour aujourd'hui, il y a une autre molécule qu'il faut que vous reteniez, c'est éthylène. Donc le tanin, c'est la molécule qui engendre l'absence de digestion et donc la mort du koudou. Mais l'éthylène, c'est une hormone de communication, une hormone gazeuse qui est émise par un arbre et qui va être reçue par un autre arbre. Donc ça, c'est super important. Les arbres communiquent entre eux par des hormones, entre autres gazeuses, qui donc sont véhiculées par l'air. Nouvelle observation, les koudous avancent toujours, ça c'est génial, d'acacia en acacia face au vent. Ah, parce qu'il est malin le koudou. Donc, il faut imaginer un koudou, vos 3 koudous sur vos 100 hectares. On a dit, il mange un arbre quelques minutes et après, il va manger un autre arbre, l'arbre B. Et ce que vous n'aviez pas lu en introduction, c'est que l'arbre B, c'est celui qui va être face, en fait, il avance toujours le koudou face au vent, c'est-à-dire que s'il a le vent en pleine face, là, il continue tout droit. Si le vent, il arrive comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Le koudou, il se tourne et il avance dans ce sens-là, il va aller voir les arbres, les acacias qui sont face au vent. Pourquoi? C'est super malin. En fait, votre arbre, quand il émet de l'éthylène est une hormone gazeuse, elle va donc être véhiculée par l'air et particulièrement par le vent. Donc l'arbre qui vient d'être croqué, abîmé, émet de l'éthylène. L'éthylène qui va être transmis par le vent, si votre vent il va dans ce sens-là, si j'ai l'arbre ici et que j'en ai un autre là, lui s'est fait manger, c'est lui qui va recevoir l'info éthylène et qui va se mettre à avoir du tanin. Donc votre koudou, c'est moi, d'accord? Si je suis pas bête, je recule pas, je vais pas dans le sens du vent pour aller manger mon prochain arbre, je vais contre le vent. Je vais devant cet arbre-là l'arbre qui est devant celui que je viens de manger, tout simplement parce que lui n'a pas reçu l'éthylène. Je ne sais pas si mon explication elle est claire. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas immédiat et que le problème justement du Transvaal africain, c'est que comme vous êtes dans des espaces clôturés, votre koudou, il est obligé de revenir sur l'arbre qu'il a mangé peut-être il y a 1 heure ou 2. En tout cas, si vous regardez l'expérience, vous voyez qu'au bout de 3 heures, il est toujours en train d'en produire la dose, quoi. Et vos koudous, comme ils sont plus densément peuplés dans un espace fermé, il est obligé de revenir soit sur un arbre qu'il a déjà mangé, soit sur un arbre qui de toute façon a reçu l'info éthylène et s'est mis à produire la dose. Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que clôturer les espaces avait induit 2000 décès de koudous suite à une intoxication au tanin.
Donc Adrien, je suis désolée, ma réponse, elle est pas très précise. En tout cas, je dirais, au bout de 3 heures, vous en avez encore beaucoup, voire même plus qu'au bout de 2, quoi. Ben ouais, exactement. Mais heureusement, Vanoven et les étudiants arrivent et puis maintenant, il n'y a plus de koudous morts parce qu'en fait, on déclôture, quoi. L'éthylène est un gaz émis par l'arbre mangé. Ce gaz est transporté par le vent. Donc là, on avait compris. Quand ce gaz pénètre dans les stomates, on est content, on a tout compris. Effectivement, donc votre feuille d'acacia, elle reçoit l'info éthylène grâce aux stomates. Je vous rappelle que ce sont 2 cellules accolées avec au centre une ouverture qu'on appelle l'ostiole, hors programme le mot ostiole. Ça permet l'entrée de CO2, mais ça permet aussi l'entrée d'hormones telles que l'éthylène. Donc, pénètre dans les feuilles, des stomates des feuilles des arbres voisins. Les feuilles produisent des tanins. Dans la savane, lorsque les herbivores commencent à se nourrir, les feuilles produisent des tanins. Le goût amer pousse les koudous à changer d'arbre. Et je me permets d'insister, il reste pas très longtemps le koudou sur son acacia. Et au bout d'une demi-heure, on a quand même déjà doublé la dose. Donc, l'amertume, elle se sent très vite. Et le koudou malin va ailleurs et surtout ailleurs dans le sens du vent quand il y a du vent. Pour éviter cette amertume, les koudous se déplacent contre le vent. Sur de grands espaces, il existe un équilibre. Le nombre d'arbres est suffisant pour que les koudous se nourrissent sans les endommager, ni mourir par excès de tanin. Donc, il y a un équilibre. Ça, c'est vraiment important parce que, je vous l'ai dit, votre acacia, s'il perd trop de feuilles, il fait plus la photosynthèse et il meurt. Mais heureusement, on a un équilibre en termes de densité de population entre le nombre de koudous et le nombre d'acacias quand on est dans un espace ouvert et donc tout va bien. Mais dans les fermes, donc nous, effectivement, vous avez raison, dans les fermes, cet équilibre, eh bien, il est rompu, tout simplement parce qu'on augmente la densité de koudous. Il y a trop de koudous pour le nombre d'acacias et donc vos koudous sont obligés de revenir sur des acacias déjà mangés ou même s'il n'a pas été déjà mangé, ils reviennent sur un acacia qui était proche de celui qui vient de manger et possiblement qui est dans le sens opposé au sens du vent, donc qui a eu le temps de fabriquer plein de tanins. J'espère que ça va. Si ça ne va pas, je vais de toute façon utiliser des corrigés d'élèves des précédentes années parce que j'aime bien ce sujet-là pour initier la schématisation. Donc, la consigne pour ce travail, c'était de proposer une démarche de résolution uniquement sous la forme d'un schéma. En gros, je vous demandais d'expliquer comment l'acacia résiste aux herbivores et pourquoi dans les fermes des acacias, on assiste à une mort importante du nombre de koudous. Quand vous cliquiez sur ce petit truc-là, vous aviez, je vais l'avancer, des corrigés d'élèves. Donc ça, c'est plein de propositions. Alors des fois, je suis désolée pour la qualité de la photo que j'ai faite des schémas proposés. Donc ça, ce sont les élèves des années précédentes, l'année dernière, mais même encore avant. Je le fais, ça fait au moins 2 ans que je fais ce travail-là avec vous. Et donc l'idée, c'est d'essayer sur un schéma, il faut bien 1 heure pour réfléchir à la couleur qu'on va utiliser, les formes qu'on va utiliser, les légendes. Donc, je veux nécessairement tanin, je veux nécessairement éthylène, koudou et acacia, ça paraît évident. Sens du vent, vous l'aurez compris, ça c'est important. Clôture, hop là, clôture. Et puis, ce que je vous invite toujours à faire, c'est soit 2 schémas ou sur la même feuille, un seul schéma, montrer avant et après, c'est-à-dire quand on est dans un espace type savane, totalement ouvert, avec 3 koudous pour seulement 100 hectares, donc une grande place pour les koudous, donc une très faible densité. Et là, quand on est dans un espace fermé avec une augmentation de la densité des koudous. Donc ça, c'est une proposition d'élèves. Je vous laisse la regarder. Schéma expliquant les conditions. Alors super, hein, il y a bien un titre. Il y a des légendes, c'est soigné. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est assez clair. Est-ce qu'il y a une erreur sur le 2e schéma? Alors, on va en discuter. Dites-moi, est-ce qu'il y a des erreurs? Oui, il y en a possiblement. Donc, vous me dites sur suite droite, il y a un truc qui ne va pas. Alors, clôture de la ferme, acacia mangé par le koudou.
tanin. Alors, il y a peut-être un truc que je reprocherais, et encore, bon, c'est de pas mettre de chiffres pour que le schéma soit fonctionnel. J'aime bien 1, 2, 3 pour essayer d'arriver à lire le truc. Mais en même temps, comme c'est cyclique, j'ai pas envie de lui faire de reproches parce que comme je vois que cet élève a fait un cycle, je peux lire l'histoire où je veux, quoi. Donc, Acacia A mangé par le Koudou. C'est bon en fait, mais dites-moi Alan s'il y avait un truc parce que donc du coup là tac, il produit de l'éthylène. L'acacia B produit de l'éthylène. Ouais, bah en gros on est en système clos, donc du coup très rapidement ils produisent tous beaucoup d'éthylène. C'est le cycle qui perturbait. Ok. Alors vous allez voir, il y a d'autres élèves qui n'ont pas fait de cycle du tout, hein. Ce que j'aime bien aussi, c'est la notion de plus et plus plus. Ce qui compte, vous l'aurez compris, c'est la concentration. Si j'ai quelques tanins, une amertume légère, mon Koudou, il s'en sort très bien, hein, d'accord? Par contre, si j'ai beaucoup de tanins, il meurt. Allez, on va passer à un autre. Tac. Ça, alors là, l'élève, il a fait à gauche état naturel, à droite en captivité. Ici, il vous met le sens du vent, tac. Il vous met en légende, je suis désolée, j'arrive pas trop à lire. Alors, en vert, c'est l'arbre, voilà. En orange, les triangles, ce sont les Koudous. Émission d'éthylène, ça j'aime bien sa façon de voir parce que on voit, ça fait un petit peu extraterrestre, mais on voit les ondes en fait, ça c'est génial. Et donc on comprend bien que les arbres, l'éthylène va dans le sens du vent, donc ça je trouve ça intéressant. Tanin, attention, hein, c'est T-A-N-I-N-S, mais c'est pas grave, il y a une faute d'orthographe ici. Et qu'est-ce que je constate? J'aime bien ces petits 1, alors on va chercher le chiffre. Le 1, il est là. Koudou 2, il est là, Koudou 3, ok. Donc c'est juste les 1, 2, 3, c'est juste, je pense, pour nommer les Koudous, d'accord? Et là, vos 3 Koudous sont dans un espace plus restreint, ils vont un peu partout, et puis là, c'est un peu le bazar, en gros. Donc ils vont finir par mourir. Donc ça, c'est sympa aussi. Il y a une idée un peu de concentration de l'éthylène et puis évidemment les tanins ils sont présents là partout dans les arbres, il y a 4 points alors qu'ici j'en avais seulement 3 ici. Ça va pour tout le monde? Ah, il se déplace. Alors s'il se déplace, si c'est qu'un Koudou qui se déplace, alors ça voudrait dire que il aurait fallu qu'il me dise dans ce cas-là j'aurais mis 1 ici, 2 ici, 3. Attendez, non, vous avez raison. Oui, c'est bien vu. Le vent, il va dans ce sens-là. Donc, si c'est mon Koudou et il m'a raconté une histoire, cet élève-là, il m'a dit qu'en 1, il était là. Puis, comme il est intelligent, le Koudou, il est allé là. Puis, il est allé là. Donc, vous l'aurez compris. Pour que j'ai parfaitement compris son schéma, j'aurais bien aimé qu'il m'écrive 1, 2, 3. Est-ce que ça signifie 3 Koudous différents ou est-ce que ça signifie des moments, une histoire. En 1, je suis là, puis en 2, je suis là, puis en 3. Vous avez raison, Alan, je pense qu'il voulait me dire que 1 signifiait le premier moment. Mais bon, cet élève, c'était il y a 4 ans, donc je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas s'il pourrait me réexpliquer l'histoire. Ici, alors... Schéma fonctionnel de la cause de mortalité des Koudous en Afrique du Sud. Donc là, l'élève est parti uniquement sur un espace clos. Et donc, ce qui est sympa, c'est que cet élève-là a numéroté les étapes. Prédation du côté de l'arbre et ici du côté du Koudou avec le sens du vent. Et ce qui est sympa, c'est que votre sens du vent en bleu, paf, 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 vous voyez que le Koudou, il a conservé son réflexe d'aller contre le vent, mais comme il est dans un espace clos, il finit toujours par manger quelque chose de très tannique. Alors là, c'est 2 schémas différents, un peu façon BD. Donc ici, tac, le sens du vent, c'est ça. Vous avez votre Koudou qui avance, paf, contre le sens du vent. On a bien compris. Et 3A, 3B, là, c'est quand on est dans un espace clôturé. Et puis, ici, vous avez... alors là, l'élève, il a identifié les acacias par des noms. D'accord, Aristote, Platon, Kant, Socrate et Épicure. Et... ouais,
Robert, ce schéma est légendaire. Ouais. Et donc, du coup, bah ouais. Donc là, Robert finit par mourir. Et Léonore, Michel, Janine, Roberta, Hugues et Jean. Donc là, ce qui est marrant, c'est le côté nom des individus, de les nommer. Ouais. Ah, c'est Minecraft, d'accord. Bon, bah, je savais pas. Ok. Je suis désolée, j'ai juste reconnu les noms des acacias, moi. Sûrement. Donc voilà, celui-là, il est sympa aussi parce que ça permet de... Bah, va falloir vraiment que je m'y mette à Minecraft, mais je n'ai pas de temps pour jouer à ça. Les cubes, ok. Donc ça va pour tout le monde. Je ne sais pas si vous en avez fait, vous, des schémas. Est-ce que vous l'aviez préparé pour aujourd'hui? Si jamais vous avez fait des schémas, des dessins ou autres et que vous me les envoyez, ça me ferait bien plaisir. Voilà. On passe maintenant au sujet ECE sur l'acacia, l'Oya, pardon, des dunes. Ça va pour tout le monde, ça, sur cette première partie? Alors, l'Oya, c'est tout de suite moins sympathique hein, que le Koudou dans le Transvaal africain, mais par contre, techniquement, il y a plus de choses à faire. Donc, l'Oya se trouve sur les dunes littorales, salinité forte, et lui, il ne tolère qu'une salinité de 2%. C'est une espèce xérophyte, hein, donc c'est adapté. La définition première de xéro, ça vient du grec xéros, sec, et phytum, la plante. Donc, c'est une plante adaptée au milieu sec. Qualifie les plantes adaptées au milieu sec. Maintenant, le terme xérophyte définit plutôt une plante qui vit en milieu aride, capable de résister à de grands déficits d'eau. Ces plantes se rencontrent dans les environnements très variés et blablabla, tels que les déserts rocailleux, mais aussi dans la canopée des forêts tropicales. Tac. Ah, c'est joli ça. Alors, structure particulière de la feuille d'Oya. Alors ici, on est en microscopie optique. C'est une double coloration vert et rose, la fameuse carmino-vert de Mérande. Et donc, je ne sais pas si vous voyez les gros yeux de votre tête de mort, là, avec une paroi épaisse et verte, ce sont les fameux vaisseaux de xylème. Et puis, petit rose, ce sont les... Je vous écoute. Enfin, je vous lis. Les petits roses. Ouais, bravo. Les tubes de phloème. Donc là, on est en face, bravo à vous, de petits faisceaux crébrovasculaires. Super, phloème, exactement. Donc on pourrait être dans la tige, mais là on est en fait dans la feuille. Dans la feuille, il y a aussi ces faisceaux crébrovasculaires, donc les vaisseaux de xylème et les tubes de phloème. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est, et je vais vous montrer sur une photo de meilleure qualité. Voilà, là c'est le grossissement le plus faible, c'est une coupe transversale de feuille d'Oya. Et alors c'est assez particulier, cette feuille déjà elle est recroquevillée. Elle est fermée, comme ça, d'accord? Quand elle s'ouvre, elle est comme ça et surtout, généralement, la plupart du temps, elle est en position fermée avec juste une petite ouverture ici qui permet, vous l'aurez compris, les échanges gazeux. À l'intérieur de la feuille, il y a plein de petits poils. Alors, on pourrait penser à des poils absorbants. En fait, ils ont une fonction qui se rapproche de ce qu'on voit au niveau de la racine. Ils vont permettre de récolter l'eau qui va se condenser au moment, par exemple, le matin avec la rosée. Ça permet de capter un maximum d'eau. Et puis, autre remarque, la partie ici qui est au contact de l'extérieur, elle est recouverte d'une cuticule imperméable. Donc ici, vous n'avez, si on zoome, on va le voir après, zéro stomate. Elle n'échange absolument pas avec l'extérieur au niveau CO2 et perte en eau. Par contre, au fond des petites cryptes, ici, là c'est impossible à voir hein, à l'échelle où je vous le montre. Il y a caché tout au fond les stomates. Donc là, c'est pour vous montrer une stratégie adaptative à l'échelle de l'organe et même à l'échelle microscopique face à un stress hydrique important. Votre feuille d'Oya, elle se recroqueville, elle met ses stomates tout au fond des cryptes. Donc, on appelle ça une crypte, hein, d'accord? Et là, c'était mon témoin, une feuille de houx qui, elle, présente une grande surface qui s'en moque de perdre trop d'eau, si j'ose dire.
vous vous douterez bien que cette Oya totalement recroquevillée, c'est pas une plante qui fait une photosynthèse de ouf. Elle n'a pas une croissance énorme. Vous n'avez pas des arbres d'Oya. Hein. L'Oya, c'est ce truc-là. Ça, c'est comme un peu des touffes d'herbe jaune. Tac, d'accord. Donc, c'est pas une photosynthèse délirante. Ok. Non seulement elle se prend plein de vent dans la tête, qui est très desséchant, mais en plus elle a du mal à capter l'eau. Et donc ces feuilles-là, si on les regarde, eh bien elles ont une forme totalement recroquevillée comme ça. Donc je vais vous montrer après. Tac. Donc là, on a les vaisseaux conducteurs de sève brut et élaborés, les petits poils ici qui vont permettre de capter l'eau. Et au fond des cryptes, là c'est mal vu, enfin c'est difficile à voir ici, mais on va le voir mieux là. Paf! Au fond des cryptes, il y a les petits stomates. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Je vais vous les entourer. Tac, on va prendre. Donc là, hop là, j'ai un stomate. J'en ai un autre là. Et puis, il y a un truc assez magique au fond des cryptes que vous n'êtes pas obligé de retenir. Ce sont ces cellules-là en forme de bulle. On appelle ça des cellules bulliformes et elles sont capables, en fonction du degré hygrométrique de l'air, ça c'est quand même magique. Ouais, mais elles communiquent pas beaucoup, quoi. De toute façon, elles n'ont rien à se dire. Elles regardent l'océan, elles sont bien tranquilles. En fait, elles n'ont pas beaucoup de prédateurs non plus, hein, d'accord? Donc, en termes de communication, l'Oya, c'est pas fou. Voilà. Et par contre, ça, ces cellules, enfin, moi, je trouve ça assez hallucinant. Ces cellules bulliformes, en fait, quand l'air est humide, quand le degré hygrométrique est élevé, eh bien, elles vont se mettre à se plasmoliser. En gros, elles se vident et la bulle, hop, se rétracte. Et qu'est-ce qui se passe si la bulle se rétracte? Si, en gros, je perce ces bulles-là, votre feuille, pouh, elle s'ouvre. C'est fort. Et par contre, si l'air est très desséchant, hop, la bulle, la cellule bulliforme, elle se reforme, d'accord? C'est ce qu'on appelle une turgescence, elle devient turgescente, il y a de l'eau qui rentre dedans et pouf, on se recroqueville. Ça, je trouve ça génial. Donc, cette plante, elle est sensible au degré hygrométrique de l'air et elle y répond en s'ouvrant ou en se refermant. Pour info, par titre de comparaison, là, sur cette coupe de houx, là, il y a deux petits... Oh, j'ai raté, je vais reprendre ma gomme. Tac, gomme. Je reprends mon petit cercle. Là, il y a un stomate avec la chambre sous-stomatique. Donc ça, ce sont vos deux petites cellules stomatiques, mais vues de profil, donc elles n'ont plus une tête réniforme avec une chambre sous-stomatique derrière. Et puis là, c'est possible que c'en soit un aussi. Tchac. Voilà. J'ai presque fini, hein, on est dans les temps, ça va. Donc là, c'était à titre informationnel que quand on fait un schéma, voilà un exemple de grille d'évaluation. Donc quand je fais un schéma, déjà, je pense à mettre un titre. Et ce titre, c'est bien d'y penser, mais surtout, il doit être complet. Donc le premier mot, ça doit être schéma. Ensuite, vous précisez ce que vous êtes en train de dessiner, etc. Donc c'est une coupe, T pour transversale, quel est l'organe étudié, la feuille, quelle est l'espèce étudiée, l'Oya, et quel est l'outil utilisé, le microscope optique. Vous mettez le grossissement, mais idéalement, il faut dessiner une échelle sur votre schéma. Vous avez bien utilisé, si c'est un schéma, il faut et de la couleur, c'est pas un dessin qui, lui, se fait exclusivement au crayon de papier. Il faut s'assurer que vos légendes elles soient à la fois structurales. En gros, j'ai repéré les stomates, les vaisseaux de xylème, les plus bleus phloème, l'épiderme avec la cuticule, etc. Et fonctionnel, quelle est la fonction du tube de phloème, du vaisseau de xylème, des stomates, etc. Donc là, c'est ce que je vous ai rappelé. D'un point de vue structural, face interne, face externe, cuticule épaisse, poil épidermique, vaisseau conducteur. Et d'un point de vue fonctionnel, si j'ai une cuticule épaisse sans stomate, eh bien, je limite les pertes hydriques. Les poils, eux, augmentent finalement la fixation de l'eau. Donc, c'est une adaptation, là encore, au stress hydrique. Les stomates et leur absence au niveau de la cuticule, au niveau de la face externe, eh bien, c'est une adaptation, là encore, au stress hydrique. Et coupe transversale montre une structure fermée de la feuille. Donc, si je suis fermée, je limite les pertes. Par contre, je limite aussi la capacité de capter la lumière. Donc, je limite la photosynthèse, d'où une croissance tout de même chez cette espèce qui est franchement limitée.
Voilà un schéma un exemple de schéma comparatif entre une feuille, une plante, le hou, qui n'est pas une plante xérophyte, et encore ses limites, hein, et l'Oya qui est une plante xérophyte. Bon, ça je passe. Voilà. Donc, ce que vous aurez retenu aujourd'hui. Les contraintes de la vie fixée face aux variations physiques, chimiques et biologiques du milieu physique. C'est quoi une variation physique? Eh bien, par exemple, l'hiver, l'eau est à l'état solide. Et donc ça, c'est une contrainte forte pour votre plante. Chimique, il existe des substances toxiques pour les plantes, par exemple, ou vous pouvez imaginer plein de trucs, quoi, hein, chimiques. Par exemple, votre marc de café qui a tué vos plantes, Jeanne. Biologique du milieu, eh bien, les êtres vivants entre eux, ils sont pas toujours sympas. Il peut y avoir des relations de prédation. Exemple, le koudou qui mange l'acacia, ça peut abîmer l'acacia. La plante présente des stratégies adaptatives. Alors là, je vous ai mis la communication via l'éthylène, ce serait bien de le retenir. Elles communiquent entre elles par l'éthylène. Et l'éthylène, c'est une hormone gazeuse. Les molécules toxiques, donc la molécule toxique que vous avez étudiée aujourd'hui, c'est le tanin, d'accord, à forte concentration, elle est toxique. D'autres exemples, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un que j'aime bien parce que dans les jardins, il y en a souvent, des digitales, hein, vous en avez probablement vu, ça c'est une digitale pourpre. Les enfants, en tout cas les miennes, elles adorent. Ouais, l'éthylène, vous la trouvez. Alors, un truc tout bête, si dans votre frigo, vous avez des bananes et des pommes, eh bien, vous devez remarquer que votre banane, elle mûrit beaucoup plus vite que si la banane est sans pommes alentour, parce qu'en fait, les fruits produisent énormément d'éthylène. C'est une hormone dite climactérique. Elle favorise la maturation des fruits. Et la pomme, elle produit la dose. Et donc, en fait, la pomme envoie de l'éthylène même dans le frigo. Donc, mettez la tête dans le frigo, vous allez voir, vous allez mûrir. Non, c'est une blague. Vous ne pouvez pas sentir l'éthylène, vous. Mais mettez une pomme près d'une banane dans le frigo ou dehors, là, sur votre table. Et en quelques jours, votre banane, elle va devenir marron. Elle va mûrir très, très vite. Alors, si vous n'aimez pas les bananes mûres, vous évitez de mettre dans le même lieu une pomme et une banane. Donc oui, l'éthylène, c'est une hormone qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dans la digitale, oui, alors ces plantes-là, dans les jardins d'enfants, en tout cas moi j'en vois souvent, pas en ce moment malheureusement, ils aiment bien arracher la fleur et faire comme un pétard. C'est très drôle, ça fait un petit bruit, un petit prout, mais vaut mieux éviter de mettre le doigt dans la digitale parce qu'en fait elle produit une substance toxique qui s'appelle la digitaline. Et c'est utilisé en médecine pour le cœur, donc ça peut créer des arythmies cardiaques. Donc, quand vous touchez des plantes en général, faites attention. Il y a les euphorbes, par exemple, elles sont réputées. Alors, c'est des plantes moches, donc c'est rare que les gens les cueillent. Enfin, plantes moches. La fleur, elle n'est pas superbe, mais quand vous la coupez, il y a un latex. Ensemble, moins, parce qu'en fait, la banane, elle produit peu d'éthylène. Mais ouais, je pense que vous allez quand même un petit peu accélérer la maturation si vous mettez votre main de banane. Le mieux, c'est quand même la pomme. La pomme, elle est très réputée pour être grosse productrice d'éthylène. En gros, la fraise, c'est pas énorme, tout simplement parce qu'en fait, la fraise que vous mangez, c'est le réceptacle, c'est pas le fruit. Le fruit de la fraise, c'est le petit grain qui est au-dessus, donc elle produit très peu d'éthylène. Par contre, la pomme, elle en produit beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Alors, la pomme, c'est pas un fruit de saison, mais bon, on en a toute l'année. D'ailleurs, on les met en atmosphère ventilée, les pommes, pour éviter que l'éthylène sature dans les zones de stockage. Sinon, elles mûrissent trop vite, vos pommes. Donc, il y a plein de substances toxiques. Les euphorbes, le latex qui est produit par l'euphorbe, il est très irritant. Donc, évitez quand vous cueillez des fleurs après. Il faut bien se laver les mains et éviter de les mettre sur le visage, les yeux par exemple, ou la bouche, parce que vous pouvez avoir une réaction importante. Donc ça, c'est les molécules produites par les plantes. Il y en a plein. Et nous, les hommes, on sait bien les utiliser parce qu'on les utilise beaucoup en médecine, le traitement des cancers aussi, le Doxol ou autre pris des pins. Bref, enfin, les plantes, il y a plein de choses à récolter dessus.
Et enfin, celles-là, je l'aime bien aussi. Elles sont très malignes, les plantes, parce qu'elles ont plein de structures adaptées à limiter les pertes hydriques. Alors là, on va vers un extrême dans le désert, cette forme-là. Bah, vous remarquerez que la surface d'échange, elle est franchement limitée. C'est plus qu'une tige. La feuille, elle n'existe plus. Donc, c'est la tige qui va et jouer le rôle de conduction des sèves et jouer le rôle de photosynthèse. Pourquoi j'ai plus de feuilles? Bah, parce que feuilles, c'est la zone où on perd énormément d'eau par évapotranspiration, et donc dans le désert, comme l'eau, ça court pas les rues, eh bien, elles sont inexistantes, elles sont transformées en petites aiguilles. Alors l'aiguille, elle va être là pour éviter que les animaux qui, eux, ont très soif aussi et donc ont envie de manger la tige, puisque la tige, elle est pleine d'eau, du coup, ne croquent la tige. Voilà, donc vous êtes capable de citer 4 structures foliaires macro et micro qui permettent de limiter les pertes hydriques. Comment je peux limiter les pertes hydriques? Eh bien, en me recroquevillant, je diminue la surface, en mettant mes stomates plutôt en position inférieure plutôt qu'en supérieure, ou quand je suis une feuille avec capacité de me fermer comme ça, je vais mettre les stomates ici et pas à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux dire comme autre capacité? Je vais limiter les pertes hydriques et je suis une feuille, ben je vais être petite surface, du coup je vais pas perdre grand-chose. Et j'en veux 4, c'est ça, macro et micro. Eh bien, si je veux limiter les pertes hydriques, je vais diminuer la densité stomatique. Si j'ai plein